peut-être pour cadrer un peu le décor et cadrer Anne-Flore. Une demi-heure de conférence, en gros, et 20 minutes de présentation pour planter le décor et 10 minutes de questions-réponses, en sachant que, comme pour ce matin, les gens veulent continuer à échanger. Et vous avez vu que là, on est dans une salle d'une 80-90 personnes. Je viens de faire l'annonce en bas et comme c'est 13h30, les gens vont commencer à monter maintenant. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir passer des gens. On va parler maintenant d'entrepreneuriat, devenir entrepreneur. Anne-Flore Adam, elle est formatrice, elle est conseil pour les entrepreneurs, formatrice agréée et entrepreneur indépendante, ancienne salariée au sein de grandes entreprises, et fondatrice de la formation Propulse au HAUT. Et je pense qu'elle nous en dira quelques mots. Donc, entrepreneur, devenir entrepreneur, il y a plein de questions et des bonnes questions à se poser. Je la laisse planter le décor et puis après on se retrouve. Bonjour à tous, donc bienvenue et puis merci d'être là pour cette conférence donc, sur l'entrepreneuriat. Je vais prendre la souris déjà, ça va m'aider. Est-ce que je suis devant là pour vous? Non. Je reste derrière, alors j'aime pas être derrière le bureau, mais tant pis, je reste là. Hop. Hop. Voilà, donc je vous propose effectivement de parler d'entrepreneuriat en abordant 4 questions aujourd'hui. Donc, comme vous venez de l'entendre, effectivement, quand on se lance, il y a énormément de questions à se poser. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans ce moment où vous vous demandez si vous voulez entreprendre ou si vous êtes déjà dans la création où vous en êtes. Donc, j'ai choisi finalement de me focaliser sur 4 questions qui reprennent des choses qu'il faut se demander très en amont et puis jusqu'à des questions qu'on peut se poser pendant la création pour essayer de donner des réponses peut-être à chacun d'entre vous selon où vous en êtes aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais me présenter, ça a été fait, donc je vais aller très vite. Donc Anne-Flore Adam, moi c'est vrai que je suis passionnée vraiment par l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre, on va dire au sens général. Tant d'un point de vue, on va dire, théorique et des connaissances, puisque je suis donc docteur en entrepreneuriat, j'ai passé mon doctorat il y a 5 ans, et je fais toujours de la recherche aujourd'hui avec des publications d'articles, qu'au niveau, on va dire, de la pratique, puisque donc, j'ai cofondé une entreprise en Suisse déjà en 2013, et aujourd'hui, je suis donc formatrice indépendante dans la région. Alors entrons dans le vif du sujet avec la première question qui est: ai-je une vision objective des entrepreneurs? Ça, c'est une question à se poser finalement très en amont du moment où on veut entreprendre. Parfois, j'ai beaucoup de porteurs de projets que je croise qui se disent est-ce que finalement je suis fait pour être entrepreneur? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais performer dans ce rôle d'entrepreneur? Alors, avant d'aller plus en avant dans cette question, déjà, ceux qui se poseraient cette question, je tiens à vous rassurer, dans les années 80, on faisait beaucoup de recherches là-dessus, sur est-ce qu'il y a un profil type d'entrepreneur, des caractéristiques à avoir, comme s'il y avait une fiche avec des cases à cocher, et puis qu'on puisse se dire c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Ça fait 40 ans que c'est fini. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que ce qui comptait, c'était plutôt ce que faisaient les entrepreneurs, et on est entrepreneur plutôt à travers les actions que l'on va mener, plutôt que qui l'on est vraiment soi-même. Donc vous n'avez pas de case à cocher. Il y a juste, on ne naît pas entrepreneur du verbe naître, mais on le devient en acquérant des compétences. C'est sûr qu'il y a des compétences à acquérir, une manière d'être et de faire, mais on ne naît pas entrepreneur. Donc pour un petit peu voir si on a une vision objective des entrepreneurs, je voulais abolir certains mythes qui existent culturellement, qui sont relayés parfois par les médias, par notre entourage. Alors, vous les avez ou pas, donc peu importe. Il y en a beaucoup. J'ai choisi de focaliser particulièrement sur 5 de ces mythes que je trouve assez intéressants. Le premier, c'est que les entrepreneurs sont forcément innovants. Je rencontre souvent des personnes qui me disent « j'aimerais entreprendre, mais finalement, j'attends d'avoir l'idée ». Voilà, l'idée avec un grand I, celle qui n'existe nulle part ailleurs, celle qui est complètement disruptive. Le problème, quand on se dit ça, c'est qu'on risque de jamais entreprendre, parce que déjà, cette idée, parfois, elle n'arrive jamais. Et puis, c'est pas une fin en soi, parce que des boulangeries s'ouvrent chaque jour, des mécaniciens, plein d'autres métiers se mettent en indépendant, on va dire, chaque jour, et c'est pas pour ça que ça ne marche pas. Donc, au-delà de l'innovation au sens disruptif du terme, ce qu'il faut surtout rechercher quand on entreprend, c'est d'être différenciant. D'accord ? Donc,
pas forcément, encore une fois, disruptif, mais juste qu'est-ce qui va être ma valeur ajoutée par rapport aux autres? Qu'est-ce que je vais amener de plus ou qu'est-ce que je vais amener de différent? Faites juste attention à une chose, c'est qu'une valeur ajoutée, elle doit forcément être durable dans le temps, difficilement copiable. Sinon, le lendemain, quelqu'un se lance dans la même chose et dit la même chose que vous, et vous perdez votre valeur ajoutée. Donc, ce que j'entends souvent, c'est « moi, je fais de la qualité ». Alors, je n'en doute pas une seconde sur le fond. Le problème, c'est que c'est pas une valeur ajoutée, parce que tout le monde fait de la qualité, d'accord, ou tout le monde le dit en tout cas. Donc, attention à bien trouver quelque chose, encore une fois, de difficilement copiable pour que ça puisse durer dans le temps. Le deuxième mythe, c'est je vais me lancer pour faire vraiment ce que j'aime. Voilà, j'en ai un petit peu marre de mon boulot, du salariat, etc. Je veux faire ce que j'aime. Comme vous pouvez le voir sur le petit dessin que j'ai choisi, le problème, entre guillemets, si on se lance que pour ça, c'est que l'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle un homme orchestre, d'accord, avec un grand H. Donc, surtout au début, après, quand on a les moyens de déléguer, ça devient différent, ou d'embaucher. Mais au début, en tout cas, on fait tout. Donc, en tant qu'entrepreneur, on est multicasquette, on se retrouve à faire le commercial, l'administratif, la communication, plus son cœur de métier. C'est ce que j'appelle un métier siamois, le métier d'entrepreneur, parce qu'on a son cœur de métier et puis on a ce que moi je définis comme un métier d'entrepreneur en fait qui vient s'accoler à ce cœur de métier. Donc on fait pas forcément ce qu'on aime, on fait pas forcément ce qu'on sait bien faire non plus au début, d'où l'importance aussi de beaucoup s'entourer. J'y viendrai juste après. Mais voilà, c'est pas une fin en soi de se lancer pour faire que ce qu'on aime. C'est pas la réalité. Un troisième mythe, c'est que les entrepreneurs aiment le risque. Alors, je rencontre aussi souvent des personnes qui me disent qu'elles aimeraient se lancer, mais qu'en fait, elles sont plutôt averses au risque et que donc elles ont peur que voilà, ça les freine. C'est un frein vraiment qui peut être important. Finalement, quand on entreprend, c'est pas qu'on aime le risque. Alors, il y a effectivement, évidemment, une part de risque qui est financière, mais pas que d'ailleurs. Mais le risque, il s'anticipe, d'accord, il se prévoit, et puis on peut mettre en place des actions. Enfin, en tout cas, une prévision d'action au cas où le risque s'avère, d'accord. Donc, le risque, c'est comme lancer un dé à 6 faces. On sait qu'on va tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et on peut prévoir en amont. Si je tombe sur 1, au cas où je fais ça. Si je tombe sur 2, je fais ça, etc. D'accord, c'est de la proba. Donc ça, à la limite, ça s'anticipe, c'est entre guillemets pas très grave. Ce qui est plus important, c'est de vous demander si vous savez gérer l'incertitude plutôt que le risque. Parce que l'incertitude, c'est qu'en fait, vous allez lancer un dé de 6 faces, mais vous ne savez pas ce qu'il y a sur chacune des faces. D'accord ? Donc, on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est la crise sanitaire, c'est les gilets jaunes, c'est tout ce qu'on peut imaginer qui est arrivé un petit peu brutalement et qui a pu causer du tort à certains entrepreneurs. Donc, plus que de se dire est-ce que j'aime le risque, demandez-vous plutôt comment vous agissez dans les moments d'incertitude. Est-ce que vous arrivez à rebondir? Et puis si non, comment vous pouvez travailler dessus pour mieux gérer ça et puis être un peu plus résilient, comme on emploie beaucoup ce mot aujourd'hui. Quatrième mythe, c'est que les entrepreneurs créent seuls. On a un petit peu l'image de la création dans son garage, un petit peu parfois la peau dure. Donc on imagine que c'est un acte un petit peu solitaire, où on fait ses recherches sur ordinateur ou pas. Alors ça c'est pareil, même si on crée seul juridiquement, d'accord, l'entrepreneuriat c'est ce qu'on appelle un phénomène social. On n'est jamais seul quand on entreprend. Au contraire, c'est une période où on va au contraire chercher à aller vraiment s'entourer, donc s'entourer de gens qui savent mieux que nous sur certains sujets. On a forcément cette histoire de plusieurs casquettes. Aller à la rencontre des futurs clients pour leur demander ce qu'ils veulent vraiment. Est-ce qu'on répond vraiment à leurs besoins? Est-ce qu'on le fait de la bonne manière, d'accord? Donc aller voir aussi dans des réseaux, pour savoir avoir des conseils sur comment se développer, comment pour simplement être moins seul aussi justement. Donc on ne crée jamais vraiment seul. Et au contraire, vraiment, si vous ne le faites pas, forcez-vous, entre guillemets, à tout de suite intégrer des réseaux pour ne pas être seul. Et j'en profite aussi ici pour dire qu'on ne pense pas souvent à l'entrepreneuriat en équipe, mais c'est aussi une formule qui marche très bien, d'accord, d'entreprendre à plusieurs. Enfin, il y a faut cadrer, d'accord. Il y a d'autres questions encore à se poser quand on entreprend en équipe, mais on n'y pense pas souvent. Donc entreprendre en équipe ou entreprendre au sein d'une franchise, où c'est des manières différentes d'entreprendre, mais qui parfois peuvent rassurer ou peuvent permettre d'accumuler des compétences. Et le dernier mythe que je voulais aborder, c'est que les entrepreneurs gardent précieusement leurs idées. Il m'est arrivé de faire un peu des tables rondes d'intelligence collective, on va dire, où des porteurs de projets ne voulaient pas parler de leur idée parce qu'ils avaient peur de se la faire voler. Alors,
l'idée, si vous l'avez eue, on est 7 milliards sur Terre, certainement d'autres personnes l'ont eu avant vous, d'accord ? Je pense que ce qui compte, c'est la manière dont vous allez opérationnaliser votre idée. C'est ce que vous allez faire de cette idée-là, comment vous allez la mettre en œuvre, justement de qui vous allez vous entourer pour cette idée. C'est ça qui va faire que ça réussit ou que ça rate finalement. Donc le fait de parler de son idée, au contraire, on va avoir des feedbacks et on va faire évoluer cette idée pour qu'au final, elle soit la plus aboutie possible. Donc vous gagnerez beaucoup plus à parler de votre idée et à l'améliorer avec les retours que vous aurez, plutôt qu'à la garder précieusement pour vous en ayant peur qu'on vous la vole. D'accord ? Encore une fois, si vous avez peur qu'on vous la vole, c'est peut-être que le facteur différenciant et la valeur ajoutée, elle n'est pas encore bien déterminée. Okay. Donc, voilà, gardez toujours ça un petit peu en tête, de vous dire, il vaut mieux parler de son idée avant et la confronter au marché avant, pour qu'au moment où on la commercialise, elle colle vraiment à un besoin, plutôt que de ne rien dire et qu'au moment où on rencontre le marché, en fait, la sentence soit irrévocable. D'accord ? Donc, vaut mieux en parler avant. Ensuite, une fois que on se dit ok, je repars avec une vision peut-être un peu plus objective des des entrepreneurs, on peut se dire, est-ce que je suis dans le bon état d'esprit aussi pour entreprendre ? Alors souvent, finalement, quand on entreprend, on voit ça avec, c'est l'approche classique, ce qu'on appelle l'approche causale. On voit ça plutôt comme une méthode. D'accord ? On trouve ces étapes-là à peu près sur tous les sites sur Internet. Donc là, je ne vais rien vous apprendre sur ces étapes, mais je les remets pour bien montrer que c'est très causal et que quand on suit ces étapes simplement comme ça, on part du principe qu'on a défini son objectif, ici ma cible avec les flèches, et finalement le processus entrepreneurial, ça va être d'aller acquérir les ressources qu'il nous faut pour pouvoir arriver à cet objectif. Donc pendant mon processus, finalement, qu'est-ce que j'ai à faire ? Il faut que je trouve un arc, il faut que je trouve des flèches et il faut que je trouve une cible. Et puis c'est bon, je vais pouvoir entreprendre. Donc ça, c'est pas faux. Hein. Je dis pas, à travers mes propos, je veux pas dire que c'est faux ou que ce n'est pas ce qu'il faut faire, pas du tout. Mais ça, c'est la méthode. À côté de la méthode, il y a un état d'esprit, d'accord ? Et cet état d'esprit, c'est ce que je voudrais aborder ici. C'est ce qu'on appelle l'effectuation. Ça a été cet état d'esprit théorisé il y a 20 ans finalement par une chercheuse qui s'appelle Sarah Sarasvati exactement et qui a observé des centaines d'entrepreneurs et qui leur a demandé comment ces entrepreneurs prenaient des décisions, comment ils agissaient. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'il y avait 5 principes qui se retrouvaient dans la manière d'être et de faire, de penser de tous les entrepreneurs qu'elle a rencontrés. Et c'est les 5 principes qu'elle a appelés l'effectuation. Je trouve intéressant de les connaître pour parfois sortir de cette méthode très étape par étape justement, et puis on se dit je coche une case, je passe à la suivante. Non, c'est un peu plus large que ça, entreprendre. Le premier principe, c'est un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. C'est le principe de démarrer avec ce que l'on a, avec qui l'on est, d'accord ? Donc là, on est au contraire dans le contre-pied de l'approche causale. On part cette fois avec des pièces de puzzle, ça c'est nous, d'accord ? Donc chaque pièce, c'est des compétences, des ressources financières, des réseaux, ce qu'on sait faire, ce que l'on connaît, etc. Et puis, chemin faisant, donc je reprends mon idée de phénomène social, chemin faisant, au gré des rencontres, selon les retours qu'on nous fait, on va créer avec ces pièces un puzzle qui est unique, puisqu'il dépend justement de tout aussi les retours qu'on aura eus, de qui l'on est, etc. Et qui va être finalement notre projet entrepreneurial. Donc c'est important de se poser ces questions aussi au début, pas que où je veux arriver, mais aussi avec quoi je pars et comment je peux capitaliser sur ce que j'ai déjà, sur ce que je suis déjà, sur ce que je sais déjà. D'accord ? Le deuxième principe, c'est les pertes acceptables. Pour moi, c'est presque le plus important des 5 principes. Les pertes acceptables, c'est de se dire qu'est-ce que je suis prêt à perdre aujourd'hui en me lançant dans l'entrepreneuriat. C'est l'inverse aussi des prévisions financières finalement de l'approche causale, où on se dit dans les prévisions financières qu'est-ce que j'estime que je vais pouvoir gagner. D'accord ? Là, on va plutôt se demander qu'est-ce que je suis sûr de pouvoir perdre. Okay ? Et ça, c'est super intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas trop perdre justement quand on se lance. Parce que, on sait qu'au final, tout n'aboutit pas, d'accord ? Donc il vaut mieux en parler, poser les choses avant, plutôt que d'être trop optimiste. Donc l'idée, c'est de se dire combien je suis prêt à perdre en termes d'argent, combien aussi je suis prêt à perdre en termes de temps, peut-être aussi dans ma vie sociale, est-ce que je suis prêt à travailler tous les week-ends et tous les soirs pendant 6 mois ou pas ? Et ça, une fois qu'on a fixé ces limites-là, ça peut nous permettre de bifurquer, entre guillemets, au bon moment, avant d'avoir trop perdu, et puis d'avoir encore assez d'énergie ou de moyens pour rebondir sur autre chose s'il y avait besoin. Donc c'est une question pour moi qui est primordiale. Les autres, alors le patchwork fou, c'est l'idée de penser les choses en tant qu'alliance plutôt que tout le temps en termes de concurrence, d'accord ? Donc avec qui je peux créer des partenariats pour avoir plus de ressources, pour faire des économies d'échelle, après il y a plusieurs manières de faire des partenariats.
J'accélère un peu pour qu'il y ait le temps des questions. La limonade, c'est tirer parti des surprises. Donc le principe derrière, c'est quand la vie vous donne des oranges, faites de l'orangeade. D'accord ? Donc si vous aviez prévu une année de faire de l'orangeade et que c'est une année sans orange mais qu'il y a des citrons, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais plutôt que de me morfondre et de tout arrêter. Peut-être que je peux faire de la citronnade cette année. D'accord ? Donc essayez d'être dans cet état d'esprit-là. Et le pilote dans l'avion, c'est qu'on essaye de créer le contexte. Peut-être que le marché aujourd'hui n'est pas hyper favorable pour ce qu'on veut faire. Comment on peut faire bouger les lignes pour créer le contexte pour que ce qu'on veut faire puisse trouver sa place sur le marché. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel les entrepreneurs évoluent. Ensuite, on peut se demander quelles sont les questions à se poser et les erreurs à éviter. Alors les erreurs, je me suis rendu compte que je les ai pas écrites telles quelles. Je peux vous en donner comme ça. Les erreurs, c'est éviter de se lancer à la fois trop vite et à la fois trop lentement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des équipes que je suivais, qui ont prototypé pendant 2 ans et qui n'avaient toujours rien vendu au bout de 2 ans. Ça, c'est un peu trop lentement. D'accord ? Encore une fois, ne pas hésiter à se confronter rapidement à son marché. Voilà. Le trop vite, c'est parfois on est un petit peu excité par son idée, on veut tout faire tout vite et puis justement on oublie de se poser un peu toutes ces questions. Et finalement, moi, il y a beaucoup de jeunes entreprises que je vois qui viennent me voir quand elles ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence et qui me disent on ne s'est pas posé les bonnes questions au début et finalement aujourd'hui on n'a plus de lisibilité de notre offre, on n'a fait que de l'opportunisme, on ne sait plus où on en est et en fait elles recommencent entre guillemets le parcours même si leur structure est déjà créée. Donc voilà, pas se lancer trop vite, pas trop attendre non plus et posez-vous vos limites. Okay, en tant qu'entrepreneur, il n'y aura personne qui vous dit qu'il faut faire tant d'heures par semaine, poser tant de vacances par an, etc. On parle très très rarement du burn-out de l'entrepreneur. Pour moi, c'est un sujet qui est pourtant primordial. Il y a des observatoires aujourd'hui qui existent. Il y en a un en France qui regarde l'évolution de la santé des entrepreneurs et c'est un thème qui est rarement abordé et il faut se poser les limites avant d'être la tête dans le guidon. Pour quelques questions préliminaires et basiques à se poser avant d'entreprendre, demandez-vous déjà si vous êtes la bonne personne pour le projet et est-ce que c'est le bon moment. On me demande souvent est-ce qu'il y a un bon moment pour entreprendre. Des fois, j'ai des étudiants qui me posent cette question ou des personnes qui sont proches de la retraite en se disant finalement, je ne sais pas si c'est le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Si on réfléchit, on est soit trop jeune, soit on a trop de responsabilités, soit on a trop à perdre et après on est trop vieux. D'accord ? Donc il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, il est très personnel et il faut vraiment se demander, vous, est-ce que vous avez un effet déclencheur à un moment donné qui fait que ça vous met le pied à l'étrier ? Okay ? Par contre, on se dit toujours, est-ce que je suis prêt à aller dans l'entrepreneuriat ? Et on se pose rarement la question de est-ce que je suis prêt à quitter le salariat ? D'accord ? C'est intéressant, je trouve, de se poser aussi la question en ce sens-là, parce qu'il y a peut-être des choses qui nous embêtent au moment où on part du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, mais on oublie parfois de regarder aussi ce qui était intéressant dans le salariat. Donc, c'est bien de faire la balance entre les pour et le contre de l'entrepreneuriat, mais aussi les pour et le contre du salariat, puis de pondérer un petit peu ça pour savoir si c'est le bon moment justement aussi pour vous et s'il y a vraiment un intérêt pour vous. Avoir les ressources nécessaires, j'en ai déjà parlé, c'est faire le point sur soi, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, ça revient sur ce thème-là. Combien ça va me coûter, c'est le côté perte acceptable, vraiment très important. Est-ce que je suis sûre de vouloir entreprendre, seul ou à plusieurs ? Donc encore une fois, quand on entreprend à plusieurs, c'est encore une autre manière d'entreprendre, il y a plein d'autres questions, donc il faut bien, il faut se renseigner et puis il faut se faire aider par rapport à ça parce que on a beaucoup à perdre si on se trompe d'associé, on va dire. Et je reviens juste, j'ai pas parlé du soutien de l'entourage. Pour moi, c'est aussi crucial. Parfois, on dit, il faut que si je me lance, il faut que je convainque le banquier puis les clients. Les premiers avant le banquier et les clients, c'est votre entourage, d'accord ? Parce que vous ne vivez pas avec votre banquier ni avec vos clients. Par contre, quand vous aurez des coups de mou, qu'on appelle ça les montagnes russes des entrepreneurs, ce sera important que votre entourage proche vous soutienne et c'est grâce à eux que vous allez continuer en fait. Donc les premiers à convaincre, c'est vraiment l'entourage. Voilà. Et pour finir, on peut donc si vous êtes déjà un peu plus avancé, vous pouvez dire avec quel outil je vais pouvoir justement avancer correctement. Des outils, il y en a plusieurs. Le business model Canva, qui existe aujourd'hui en version durable pour des entreprises plus durables. Le design thinking, le business plan, il y en a d'autres. Vous avez peut-être entendu déjà un petit peu tous ces mots. Aujourd'hui, je fais un petit zoom sur le business model Canva parce qu'on commence à le voir un peu plus dans les structures aujourd'hui d'accompagnement. Mais pareil, ça fait 20 ans que ça existe et je trouve que c'est un outil hyper intéressant
qui vient pas à la place des autres du business plan, par exemple, mais qui vraiment vient en complément parce qu'on se pose les questions autrement et on aborde d'autres points avec ce document-là. Donc, ça vient vraiment en complément et ça a l'avantage d'être très synthétique, c'est que sur une page. Donc, ça veut dire que ça peut être évolutif. On peut très facilement faire varier les choses et très facilement voir les impacts de nos décisions sur d'autres choses de l'entreprise. Alors, voilà à quoi ça ressemble. C'est 9 blocs. Donc, il n'y a pas les couleurs, évidemment, normalement. C'est 9 blocs qui représentent en fait 9 variables, que sont les 9 variables que compose une entreprise et qui sont organisées d'une certaine manière. Vous voyez, les 9 blocs ne sont pas les uns sur les autres ou les uns à côté des autres. C'est organisé de telle manière à ce qu'on se pose les bonnes questions. D'accord ? Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans tout, mais c'est pour vous inciter en tout cas à vous renseigner sur cet outil-là. Il y a un premier bloc avec proposition de valeur, relations clients, canaux et segments de clientèle. C'est ce qu'on appelle la désirabilité. En gros, c'est est-ce que vous allez avoir une adéquation entre ce que vous proposez et les besoins qui existent aujourd'hui sur le marché? Est-ce que vous répondez vraiment à un besoin? Et est-ce que vous allez réussir à faire connaître votre offre aux bonnes personnes sur le marché? D'accord? Donc, est-ce qu'en gros, votre projet aujourd'hui, il est désirable pour une partie de la population et que vous allez réussir à le faire connaître, à le délivrer? D'accord? Il y a une autre partie qui est la faisabilité. Là, on est plus, entre guillemets, dans l'arrière-boutique. Ça va être quelles tâches je dois effectuer pour pouvoir être capable de délivrer ma proposition de valeur. Ces tâches-là me demandent des ressources. Quelles sont ces ressources? Est-ce que je les ai en interne? Est-ce que, au contraire, je fais appel à des partenaires extérieurs pour les avoir? Et puis, quel partenariat, la patchwork fou, quel partenariat je crée donc selon différents objectifs, avec des concurrents, avec des non-concurrents, pour que je sois vraiment capable de délivrer ma proposition de valeur. Parfois, dans les projets que je peux voir, souvent, la balance, elle penche plus souvent d'un côté ou de l'autre selon les affinités, on va dire, de chacun. Les gens qui sont très experts dans leur domaine, qui ont beaucoup de réseaux relationnels professionnels, etc., ils se focalisent beaucoup sur la faisabilité, sans s'en rendre compte. Hein. C'est pas dit comme ça, mais finalement, ils vont vraiment travailler leur partenariat, justement. Ils vont travailler vraiment beaucoup sur les ressources, etc. Et souvent, ils oublient un peu la partie désirabilité et ils travaillent moins sur comment je vais faire connaître mon offre, est-ce que j'ai bien ciblé mes clients, etc. À l'inverse, les personnes qui vont plus être dans le côté un petit peu commercial vont favoriser cette partie sans s'en rendre compte au détriment parfois de l'autre partie. Or, vous voyez, la viabilité économique, ce serait comme une balance. Si on veut que notre projet soit équilibré et au final soit viable, il faut bien qu'il y ait un pour alimenter l'autre. D'accord ? Donc, il faut penser à ces deux aspects. Et puis après, on peut voir justement l'impact sur la viabilité économique. Et dans chacune de ces cases, il y a plein de questions à se poser. Donc voilà, je ne peux pas tout faire. Elles sont toutes interdépendantes les unes avec les autres. Mais en tout cas, c'est un outil qui, au final, est très puissant. Et je vous invite vraiment à vous renseigner plus en avant là-dessus. Et pour finir, juste un petit mot sur ce que je propose. Donc effectivement, je propose 2 formules d'accompagnement pour se former à la création d'entreprises. Une formule qui est vraiment individuelle et personnalisée, donc où je rencontre les gens en face à face et on travaille vraiment sur le projet du porteur de projet. Et une formule qui est une formation en ligne pour se former en toute autonomie avec des vidéos, des activités ludiques, avec un parcours très complet qui prend pas seulement qu'est-ce qu'un business plan et qu'est-ce qu'un business model Canva, mais qui revient justement sur qu'est-ce qu'être entrepreneur et vraiment de A à Z. Tout ça certifié, donc si vous avez un CPF, c'est finançable. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, je voulais, avant de vous donner la parole, je voulais juste qu'on revienne sur ce que vous disiez à l'instant, parce que c'est intéressant de se poser la question à l'envers. En fait, c'est vrai que la période actuelle est propice au changement, à la remise en question, plus de sens, etc. Et peut-être se diriger vers l'entrepreneuriat, qui est peut-être une réponse. Mais je voulais que vous reveniez sur ce que vous disiez sur la question, en se posant la question dans l'autre sens, sur le besoin de sécurité dont les entrepreneurs ont absolument... Il faut travailler son besoin de sécurité. Salarié, c'est sécurisant. Salarié, il y a un cadre et tout. Entrepreneur, c'est un peu moins sécurisant. Est-ce que la première question à se poser, c'est pas justement de travailler ce besoin de sécurité? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Ça rentre en compte, effectivement. Je ne sais pas si c'est la première chose à faire, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui est annexe. Quand on entreprend, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus fort que juste le besoin de sécurité qui fait qu'on a cet effet déclencheur qui se dit qu'on va entreprendre. Après, effectivement, il faut mettre quand même, il faut préparer nos matelas en dessous, quoi, j'ai envie de dire, pour pouvoir atterrir en douceur si ça devait mal se passer. Donc, faut travailler sur comment on met en place des matelas en dessous, quoi. Mais bon, après, je crois qu'il y a quelque chose de plus fort qui nous pousse quand même à sauter. À déclencher. C'est ça. Alors, qui veut prendre la parole en premier?